Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Ils et elles sont les nouveaux visages de la politique. Ces nouveaux maires, fraîchement élus en mars et en juin 2020, à l'issue d'élections municipales inédites. Une crise sanitaire sans précédent, une abstention record. Et c'est dans ce contexte que ces nouveaux édiles entament leur premier mandat. Comment affrontent-ils cette crise? Les promesses de campagne et leurs programmes pourront-ils être tenus et respectés? C'est de tout cela dont on va parler avec mes invités. Marie Desroses, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez été élue maire de Civaux, donc dans la Vienne, en mars, au premier tour, en mars 2020. Vous succédez à cela à Hervé Jaspard, qui ne se représentait pas après 25 ans de mandat, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et je précise que vous êtes vice-présidente du département de la Vienne, en charge des personnels et des moyens généraux. C'est bien ça, tout à fait. Merci. En face de vous, Stéphane Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau maire de Saint-Mexant-l'École. Saint-Mexant-l'École, c'est la ville qui abrite l'École nationale et sous-officiers d'active. Vous avez été élu en mars 2020, dès le premier tour, face au maire sortant, les Républicains, Léopold Moreau, qui était en place depuis 1989. Vous avez 30 ans, ancien professeur, issu du monde associatif. Vous avez la fibre écologique et venez même de rejoindre les rangs de Génération Écologie. C'est ça. Enfin, Morgane Berger, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous venez de franchir la barre des 30 ans, 32 je crois. 32. Voilà, vous avez été élu maire de Cognac en juin dernier. Vous succédez à cela au maire de gauche, Michel Gourinchas, après 2 mandats. Vous venez aussi de la société civile, puisque vous êtes agent immobilier de profession. C'est ça. Voilà, merci à tous les trois d'être sur le plateau de France 3. Une première question. Comment se déroulent vos premiers pas de maire, Marie Desroses? Alors, on était enthousiastes dès qu'on a été élu le 15 mars et à la fois un peu frustrés de ne pas avoir pu prendre nos fonctions dès les premiers jours de mars, puisque je suis maire depuis le 25 mai. Mais avec l'ancienne équipe, Hervé Jaspard, nous avons construit ensemble le protocole mis en place pour l'école pour recevoir les enfants dès que ça a été possible. Donc, on était déjà dans le bain rapidement. Stéphane Baudry, pour Saint-Mexant-l'École, même chose, élu dès le premier tour. Avez-vous eu un état de grâce? État de grâce, non, je pense pas qu'on puisse parler de ça avec le contexte sanitaire. On a été très frustrés parce qu'on avait très envie de se mettre au travail dès le 16 mars pour porter nos projets. Vous avez dû réfréner un peu vos envies au départ? Réfréner un peu nos ardeurs et puis... Dès que nous avons été élus le 23 mai, dès le 24 mai, j'étais appelé par le préfet pour une situation de cluster dans la ville. Donc tout de suite, le nez dans la crise sanitaire et les fonctions de maire. En ce qui vous concerne, Morgane Berger, alors vous avez été élu en juin dernier. Il a fallu mettre tout de suite les mains dans le cambouis, si je peux dire? Oui, les mains dans le cambouis. Alors j'ai été facilité parce que c'est vrai que Michel Gourinchas quand même a fait preuve d'un exercice républicain hors pair. Il m'a pendant une semaine... quand même aider à la transmission des dossiers. Ça, vous le saluez parce que c'était pas forcément je le salue parce que c'est pas mon automatique. adversaire et j'ai toujours eu de l'estime et je trouve que dans la période que nous vivons, c'est toujours bien aussi de remercier son prédécesseur. Et voilà, donc il m'a tendu la main et je l'en remercie. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de période de grâce ou des choses comme ça. On se met tout de suite au travail. La crise sanitaire de cet été nous met face aux responsabilités. Alors justement, puisque vous parlez de crise sanitaire, on y est depuis maintenant 1 an. Est-ce que cette situation vous a obligé, alors c'est une réflexion qu'on peut se poser, est-ce que cette situation vous a permis d'abord de réfléchir, de dire, et si j'osais l'union nationale dans un contexte de crise très particulière? Marie Desroses, est-ce que vous y avez pensé ou pas? Ah oui, parce que c'est Je vrai dirais, que... au lieu de parler d'union nationale, d'union locale, bien entendu. Bien sûr, puisque quand on est maire, on est forcément le lien le plus proche de ses administrés et on doit être à leur côté dans les moments de crise, comme c'est le cas. Et donc, le contact a été important pour moi, puisque je suis quelqu'un de bienveillant et je souhaite des échanges avec la population. La présentation pendant la campagne de mon programme a été aussi à la rencontre des habitants et donc avec des questionnaires qui ont été distribués, des réunions publiques. Et je souhaite être dans l'échange, la solidarité. Nous avons pris contact avec tous nos aînés qui sont un peu plus fragiles, puisque nous connaissons ces personnes-là. Donc, on reste en lien avec eux, que ce soit par téléphone ou physiquement quand on pouvait aller à leur rencontre. Et ça a été encore le cas là pour la vaccination récemment, depuis le 15 janvier. Stéphane Baudry, la question que je pose également, est-ce que vous avez été tenté par la politique de la main tendue? Alors on a été tenté et on l'a fait puisqu'on a tout de suite mis en place un groupe de travail dès le 23 mai autour du Covid qui réunissait l'ensemble des élus, donc avec l'opposition compris, parce que face à une situation comme ça nous semblait important de réunir toutes les bonnes idées pour y faire face. C'est un groupe qui continue à travailler puisqu'à chaque fois que la situation le change, qu'il y a des évolutions dans les protocoles sanitaires, on fait un point tous ensemble. Et c'est
c'est quelque chose qu'on a voulu aussi avec la population, parce qu'on a fait nous aussi une campagne sur la proximité. Et très vite, on a mis en place des plateformes de solidarité pour accompagner les personnes en difficulté, pour faire les courses, mettre des plateformes d'écoute aussi. Donc c'est quelque chose sur lequel on a été vigilant. Et puis, à chaque fois, on s'est posé la question de comment refaire du lien social. Donc dès cet été, on avait mis en place tout un ensemble d'événements culturels. On a à chaque fois essayé d'accompagner au maximum les associations. On va y revenir sur votre action en tant que telle, mais vraiment concernant votre programme. Morgane Berger, sur ce plateau, justement, est-ce que vous diriez que vous avez travaillé main dans la main avec, on va dire, les services de l'État sur cette crise sanitaire, puisque vous avez été élu en fin juin, mais dès le mois de juillet, il fallait effectivement aussi être aux affaires. Le service de l'État nous aide. Moi, je rends hommage à... Et alors, pas de polémique sur la... Une question, juste une parenthèse, sur la politique vaccinale, parce qu'il y a eu beaucoup d'élus, d'ailleurs, sur ce plateau, qui nous ont dit ne pas comprendre la politique vaccinale de cet été. Moi-même, j'ai eu un petit coup de gueule, comme on dit, envers l'État, et je l'ai fait savoir à Madame la préfète, parce qu'on avait le sentiment, avec l'Agence régionale de la santé, que c'était ordre et contre-ordre tous les jours. Mais c'est pas facile à la fois pour l'État, donc c'est pas facile pour nous. Maintenant, la question, je vous la pose différemment, mais est-ce que vous êtes senti intégré ou incorporé aux décisions ou pas du tout? Parce que beaucoup d'élus ici nous ont dit, finalement, on a été niés pendant un certain temps. Oui, mais après, voilà, je veux dire, il y a des gens qui décident en haut et c'est normal. Je veux dire, nous, après, on est les élus de proximité et on doit mettre en action ce qui est décidé. Ça fait partie du jeu. Je veux dire, c'est un élu local. On n'est pas député, on n'est pas ministre. Voilà. Donc, oui, si vous voulez, moi, je m'applique. Oui, mais Madame Desroses disait, les anciens maires, on leur a demandé de poursuivre, par exemple. Oui, donc, on va dire, le don républicain, c'est fait. Donc, dans une crise comme celle-ci, on se devait aussi de s'appuyer sur les maires. Et parfois, certains maires disent que finalement, on ne s'est pas suffisamment appuyé sur les élus locaux. Moi, je sais pas. J'ai pas trop de constats. Je veux pas alimenter la polémique des yaka faucons, etc. Bon, bref, on est élu. J'agis avec l'ensemble de l'équipe municipale, bien au-delà de la majorité, aussi avec les oppositions. On rentre pas dans les polémiques, etc. De toute façon, je pense que le contexte n'est pas favorable à ça. Donc aujourd'hui, on a les mains dans le cambouis, les pieds sur terre, et surtout, voilà, il faut agir. Il faut agir pour la campagne de vaccination. Il faut agir envers les plus vulnérables. Aujourd'hui, j'agis vers notre population en difficulté avec les inondations à Cognac. Voilà. Après, il faudra toujours en tirer des leçons. Maintenant, après, juger les uns et les autres, ça sert strictement à rien. Sur ces questions sanitaires, justement, Mme Desroses, les élus ont un devoir d'alerte. Ah oui, moi, ça a été naturel. Dès le vendredi 14, si je ne me trompe pas, quand on a appris que dès le lundi, il y avait une ouverture, pour nous, Montmorillon, avec 2 jours de présence, on a tout de suite appelé les aînés. On a un groupe WhatsApp avec l'ensemble des élus de la commune. J'ai communiqué rapidement. On était une dizaine disponibles. Le samedi qui a suivi, on a appelé tous les aînés de la commune. Ceux qu'on n'a pas réussi à avoir en direct, on leur a envoyé un courrier en leur expliquant la démarche, le numéro de téléphone, consulter leur médecin traitant et les faciliter s'ils avaient besoin, puisqu'on a des personnes qui ont de la mobilité un peu plus réduite. On a eu la campagne rapidement sur les pattes de Civaux, puisque déjà le premier vaccin a eu lieu, le deuxième vaccin a lieu la semaine prochaine. Donc on est aussi à côté du personnel soignant. On a été aussi, j'allais dire, même dans ce premier confinement qui a été difficile pour eux aussi, on était à leur côté avec un peu de gestes de réconfort. Ça n'a pas été simple, mais on a associé aussi les commerçants qui étaient dans le don, puisqu'on a vu beaucoup de commerçants dans la solidarité, dans le soutien au personnel soignant, et on a aussi essayé d'être à leur côté, et on continue d'être à leur côté. Stéphane Baudry, question, vous le maire, le fait que cette semaine, le Premier ministre n'annonce pas de reconfinement, c'est un soulagement pour vous ou pas du tout? Quelle est votre position là-dessus? C'est un soulagement pour les commerçants qui sont particulièrement malmenés, mais c'est aussi une inquiétude parce qu'on voit quand même que les chiffres continuent d'augmenter et à terme, si on doit être reconfiné sur l'économie du pays, mais aussi pour les bars et les restaurateurs qui ne peuvent toujours pas rouvrir, il y a cette inquiétude-là, mais l'inquiétude, elle est surtout pour la population, que ce soit les personnes âgées, les jeunes aussi. On les sent, c'est de plus en plus dur, il n'y a plus de perspectives aussi pour eux et on sent que là, il y a une chape de plomb là, depuis la rentrée de janvier. En tout cas, je ne sais pas comment c'est dans vos communes, mais moi, je perçois ça, cette absence de perspective et de lien social. Et là, ça devient très dur pour la population qui en demande de se retrouver et de reprendre le cours d'une vie normale. Je vous pose la question parce que vous avez eu un sacré baptême du feu, puisque vous avez connu 2 clusters pratiquement au lendemain de votre élection. Hein. Vous êtes élu un samedi, et vous avez l'écharpe le samedi, et le dimanche, vous avez un cluster. Et comment vous avez réagi à cette situation ? Alors déjà, on a été très accompagnés par les services de l'État et de l'Agence régionale de santé, très bienveillants, très accompagnants. Ça a été un vrai baptême du feu puisqu'on a mis en place pour la semaine qui a suivi un dépistage sur la base du volontariat de la population, donc avec
plus de 450 personnes qui ont été vaccinées en quelques jours. Il a fallu monter le centre de dépistage, les systèmes de prise de rendez-vous. Ça a été, tout de suite, ce contexte-là, on ne pouvait pas l'ignorer, mais là, pour le coup, on a eu un vrai accompagnement de l'ensemble des services de l'État et je les remercie encore. Toujours à propos des débats, Morgane Berger et Mme Desroses, justement, on a beaucoup entendu aussi certains élus dire mais nous sommes prêts à mettre, par exemple, des bus pour que nos aînés puissent être vaccinés, parce que les centres mis en place n'étaient pas suffisants dans certains départements, comme en Charente notamment. La question des EHPAD se pose dans votre département. Et quelle est votre position par rapport à ça, vaccination, sur la question de la vaccination? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours un peu compliqué de critiquer. Écoutez, on est dans une situation inédite. Voilà, clairement. Bon, moi, je peux regretter, c'est que le président de la République l'a clairement dit que nous étions en guerre. On avait tout le mois de novembre et de décembre pour nous préparer au champ de la vaccination. Et le 18, on nous a demandé de vacciner. Et finalement, il n'y avait pas assez de doses. Et il y avait des départements qui étaient, par exemple, là, le nord du département. Et il y avait pas mal de centres de vaccination. Mais le sud du département, il n'y avait pratiquement rien. Donc, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de logistique. Bon, petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Ce qui est frustrant, si vous voulez, c'est que la population demande à être vaccinée. Et on n'a pas assez de doses, donc finalement... Elle se retourne vers le maire, c'est la question que je se pose. retourne vers le maire, et c'est logique, et c'est normal, donc on doit faire preuve de pédagogie. Il faut être totalement transparent. Voilà, donc on leur explique les choses. C'est que nous, par exemple, à Cognac, on a mis à disposition, via le centre de santé, des médecins, il y a eu des infirmières. Moi, mon adjoint à la santé, Michel Berger, a fait un travail remarquable à contacter tout le monde pour tout organiser. La communauté d'agglomération a mis à disposition un bâtiment, un gymnase. Un lieu. Bon, l'ARS fait aussi son job. Bon, bah, il n'y a pas de vaccin, donc on est obligé de décommander. Bon, voilà, faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'expliquer. Il faut être transparent. Autre semaine, d'ailleurs, assez chargée pour vous, maire de Cognac et maire de Saint-Mexor, sont les inondations. On vous a vu, d'ailleurs, cette semaine dans nos différents reportages. Sur le front, justement, des deux départements de Sèvres et Charente sont durement touchés. Dans ces situations-là, le maire est aux avant-postes, Morgane Berger? Ah oui, puis je me sentirais mal si j'étais resté dans mon bureau. Donc je dois être sur le terrain, je dirais 24/24, mais encore hier soir, très tard, j'étais au plus près des habitants. Pourquoi? Parce qu'il faut bien mesurer les choses. Donc, et puis on est là aussi pour coordonner, d'entendre, de réexpliquer les choses aussi, si vous voulez, parce qu'après on fait le lien avec le cabinet de la préfète. Donc voilà, mais on se doit d'être les pieds dans l'eau cette fois-ci, au plus près des habitants. Non pas simplement pour écouter, mais surtout aussi pour aider, parce qu'il y a aussi les agents municipaux, au nombre de 18, qui font un travail remarquable. Donc il faut être là à leur côté aussi. Madame Desroses, justement, Marie Desroses, sur justement ces changements. La question que je vous pose, c'est par rapport à la situation climatique. On a des inondations dans nos départements, on a des changements climatiques à répétition depuis plusieurs années. Vous, en tant que nouveau maire, quel regard vous portez? Est-ce que ça affecte un petit peu votre regard et la manière dont vous allez être maire ou engager votre action politique? Oui, on est obligé, puisque déjà dans notre campagne, on a aussi inscrit des choses à faire dans ce sens-là. Donc nous, ici, sur la commune de Civaux, on a une centrale nucléaire et on est dans l'air du temps. Je suis aussi élue vice-présidente sur le syndicat Énergie Vienne. Et donc, je suis au conseil de surveillance de Cergy, où on doit avoir des alternatives à proposer aussi pour essayer de réduire notre mode de fonctionnement, de consommation et respecter ces aléas climatiques. Alors, je voulais témoigner aussi, comme le fait Morgane, puisque moi, j'ai aussi appelé mercredi soir mes administrés qui étaient concernés en bord de Vienne. Et on a tout de suite, avec le secrétaire principal, je remercie aussi les personnels administratifs et techniques de la commune, puisqu'on a déjà commencé à travailler pour faire un dossier de catastrophe naturelle et on a déjà envoyé un modèle de courrier à ces administrés qui sont concernés pour les aider, faciliter leur démarche. Alors, quand on est nouveau maire, Stéphane Maudry, ça s'apprend, ça? Cette gestion de crise ou pas? Oui, enfin, il faut avoir surtout le sang-froid et puis il y a des dispositifs déjà qui existent, qui sont mis en place et puis je crois qu'il faut surtout du bon sens et puis de l'humanité auprès des populations qui sont concernées. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que souvent on dit effectivement les maires sont un peu seuls par rapport à des situations importantes. Là, dans ces situations-là, est-ce que vous avez l'impression d'être un maire tout seul ou avec votre équipe ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des services de l'État pour vous donner un coup de main dans des situations critiques? Bon, déjà, j'ai la chance d'avoir une équipe très soudée qui est très présente, des agents aussi qui ont été très vigilants, avec qui on a pu compter, avec qui on a fait régulièrement, plusieurs fois par jour, des prises de niveau de la CEF pour prendre des décisions, les passages à fermer, et puis aussi des échanges avec la préfecture tout au long de cette crise-là pour vérifier où on en était, nous alerter aussi, je pense notamment mercredi soir où à 23h30, ils nous ont retéléphoné pour nous dire que le niveau augmentait encore d'un échelon. Donc ça ne peut travailler qu'en
qu'en partenariat là-dessus. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est la fréquence à laquelle ça revient de plus en plus. Et là, clairement, les effets des enjeux climatiques et du réchauffement climatique sur nos territoires sont de plus en plus perceptibles. Et toutes ces questions autour de l'eau et de l'artificialisation des sols, eh bien, on en paye les conséquences au quotidien. Et justement, Marie Desroses, on a senti, vous parliez de Civaux. Civaux, pour ceux qui connaissent la région, le département de la Vienne, une commune qui est associée à la centrale nucléaire depuis maintenant plus de 20 ans. Ben oui, 1998, je crois. C'est ça, tout à fait. C'est un avantage ou un inconvénient quand on est maire de Civaux? C'est un avantage, puisque je pense que la commune de Civaux a pu se développer et proposer à ses administrés des services qu'on n'aurait pas si la centrale n'était pas là. Je comprends, en 98, c'est un avantage. Dans les années 2000, c'est un avantage. 2010, ça peut être encore un avantage. Mais aujourd'hui, avec les questions environnementales qui sont prégnantes, est-ce que ça reste encore un avantage? Pour moi, oui. Pour moi, oui, puisque la centrale ne pollue pas autant qu'on pourrait le penser. Et on essaye toujours de comparer parce qu'on veut limiter le carbone aujourd'hui. Et je pense qu'il faut des alternatives. Il nous faut une production électrique pour pouvoir que chaque ménage puisse aussi subvenir à sa consommation. On doit être vigilant. Ils le font aussi, mais c'est surtout un gros bassin d'emploi. Et on ne peut pas échapper à ça. On a besoin de l'emploi sur notre Sud-Vienne. Si je vous donne 2 chiffres, vous nous dites si c'est des bons chiffres. La centrale, c'est 30 millions d'euros de retombées financières, je crois. Ah oui, minimum. 10 millions de taxes foncières qui vont directement sur la commune ou sur la communauté de communes? Alors, c'est réparti sur les 10 communes aussi qui reçoivent le périmètre de la centrale. Mais tout le monde a des retombées. Et la communauté de communes aujourd'hui du Montmorillonais aussi, puisque nous sommes fusionnés depuis 2017. Et donc, il faut être solidaire aussi de l'ensemble des communes. C'est le plus gros employeur industriel du département, je crois. C'est 900 salariés permanents. Oui, et puis là, en arrêt de tranche, on intérimaires. peut aller jusqu'à 2500, 3000 personnes. Alors, Stéphane Baudry, qui est Génération écologique, quand il entend aujourd'hui Civaux, c'est une chance pour un département. Alors, on ne va pas faire un débat politique et polémique parce que ce n'est pas l'objet, mais quand même. Par rapport à ce qu'on disait sur la question notamment de l'eau, il y a un moment donné qui sont centrales aussi pour refroidir les réacteurs, il faut penser la question de la transition. Aujourd'hui, pour sortir du nucléaire, il faudra penser le mix énergétique. Donc on ne pourra pas arrêter le nucléaire comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, aujourd'hui, il faut faire ce constat que ce n'est pas non plus la solution miracle, le nucléaire, d'autant plus quand on voit les coûts sur les nouvelles générations. Donc c'est dès maintenant qu'il faut commencer à travailler sur le mix énergétique pour aller développer les solutions beaucoup plus renouvelables, ce qui nous permettra, sur du moyen terme, peut-être d'arrêter nos centrales nucléaires et d'avoir des énergies plus sûres. Quand vous avez fait campagne, Marie Desroses, la question nucléaire, elle a pesé ou pas? Ou elle pèse pas du tout quand on est en campagne à Civaux? Au contraire, c'est un atout. Je veux dire, on a un village qui est agréable aujourd'hui et il faut aussi se dire que c'est grâce à la manne financière que la centrale a pu apporter et des projets qui sont encore menés aujourd'hui sur notre mandat. Donc nous, notre équipe, quand elle a été mise en place, il y avait déjà des dossiers qui avaient bien sûr été validés par l'ancienne équipe, mais il fallait les lancer. Donc on a tout de suite accéléré les choses pour que l'économie locale puisse avoir des retombées en cette période de crise. Et on est fiers aujourd'hui de dire que le 30 octobre, on a signé les premières heures de service pour la construction du PSPG, donc qui va accueillir les 38 logements, peloton de sécurité pour les gendarmes qui interviennent sur le site de la centrale. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous, de la commune, de les accueillir. Et on a aussi un projet important qui est en cours, l'aménagement de la base de loisirs entre le site aquatique Abyssea et Planète Crocodile, avec une extension qu'on vous fera découvrir dès les beaux jours. Stéphane Baudry, alors vous êtes un peu, entre guillemets, un peu moins verni, même si finalement, Saint-Mex-en-École, c'est 7000 habitants. Mais c'est quand même une situation sociale un peu difficile. Vous avez 23% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et vous avez un programme sur lequel vous êtes appuyé, vous l'avez dit clairement, plus de justice sociale, des concertations citoyennes, vous avez parlé de lutte contre la précarité. Est-ce que vous êtes passé de la parole aux actes depuis le mois de mars? Oui. Mais alors, on a mis en place déjà les éléments de la participation citoyenne. On a créé des conseils de quartier, des élus référents. On vient de la voter, le budget participatif. On diffuse aussi tous nos conseils municipaux. On a créé des commissions extra-municipales où les habitants sont intégrés, peuvent enrichir la réflexion. On a mis en place un bus de ville gratuit. Dès cet automne, l'automne dernier. Voilà, dès le mois d'octobre, puisqu'on a des vrais problèmes de mobilité sur Saint-Mexan. Vous avez conservé aussi vos estivales, qui est un festival, alors que toutes les communes avaient annulé pratiquement. On l'a même créé. On l'a créé en juin, parce que ça nous semblait très important que tout l'été, tous les samedis, les habitants puissent avoir accès à la culture, avoir accès à des moments de rencontre et d'échange. Ça nous semblait fondamental. Et puis, on vient de voter notre budget il y a 15 jours, et donc toujours pour plus d'actions, à la fois on est aussi une ville qui est un îlot de chaleur, donc pour pouvoir
la rafraîchir, et puis pour engager un certain nombre d'éléments sur la résilience à la fois sociale. Et puis on est en train de préparer tout un plan d'action, parce que pour faire face à cette crise sanitaire, les gens sont tellement en manque de contact. Un programme qui permettra des rencontres culturelles, sportives, mais aussi participatives, qu'on appliquera dès que ce sera ouvert. Morgane Berger, à Cognac, je sais que pendant la campagne, il y a eu d'abord, vous assumiez de dire que votre programme, c'est un programme de terre à terre. Vous l'aviez sur son beau mot. D'ailleurs, vos adversaires vous l'avez reproché. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que vous voyez votre mandat comme... vous êtes d'abord un bâtisseur, un aménageur pour votre ville ? Je souhaite être un maire comme ça, oui, tout à fait. J'ai donné priorité à l'attractivité de la ville. Donc, ça passe notamment par l'urbanisme. Donc, il faut avoir toujours une vision à long terme, c'est ce que doit être l'urbanisme, mais aussi un maire de proximité, un maire du quotidien. Donc, voilà, il faut toujours jongler sur ces deux jambes. Je précise que vous ne cumulez pas, vous n'avez qu'un mandat. Ah oui, moi, je n'ai qu'un mandat. Non, mais c'est important, parce qu'autour de nous, tous les trois, vous avez 2 mandats, mais vous n'avez qu'un seul mandat, vous aussi. Plus la vice-présidence de la communauté de communes. Voilà, et donc ce sont des mandats locaux. Et vice-président à l'agglomération pour ma part. Donc voilà, il faut toujours marcher sur ces deux jambes, si vous voulez. Donc avoir une vision à très long terme, notamment sur l'attractivité, parce qu'aujourd'hui, Cognac se paupérise. Nous avons des difficultés communes, finalement, comme beaucoup de villes moyennes, de 7 000 à 20 000 habitants. Parce que vu de l'extérieur, on peut imaginer que la ville de Cognac, c'est une ville riche. Elle a un nom avec un produit, un emblème qui rayonne au-delà de sa ville. Tout à fait, mais vous avez, j'imagine aussi, alors j'ai compté que vous aviez des bâtiments, une emprise communale énorme, plus de 100 000 mètres carrés de bâtiments. Voilà, donc on commence. Et ça vous coûte un bras, c'est ce que vous disiez. Ça nous coûte un bras. Vous reprenez mes expressions, mais exactement ça. Mais oui, mais ça nous coûte elles cher. sont claires en tous les cas. Voilà, c'est très clair. Donc si vous voulez, on a une ville qui est très riche, qui est en effet avec un beau patrimoine, mais qu'aujourd'hui, il ne correspond plus aux finances de la ville. On est dans une... Ça veut dire que vous allez vendre des bijoux de famille ? Je ne vends. Beaucoup ont commencé, mes prédécesseurs ont commencé déjà à beaucoup vendre, mais il faut s'adapter, il faut adapter les biens communaux aussi aux besoins de la population. Donc voilà, c'est ça, rien n'est figé dans le temps, rien n'est figé dans le marbre, une collectivité. Donc on arrive, si vous voulez, donc nous devons mettre aussi en action notre programme. Et puis, c'est ce qui va marquer vos 6 ans de mandat. Oui, et puis ça passe très vite. Et ça passe très vite. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut mettre le pied sur l'accélérateur dès maintenant. Alors, on parlait d'attractivité. Vous avez embauché, c'était en décembre dernier, un monsieur centre-ville. Un manager. Un aménageur. Non, un manager de commerce. Manager de commerce. Ils sont 300 en France. Il n'y en a pas énormément. Exactement. Donc, vous l'avez embauché. Qui a la particularité de travailler, c'est l'unique en France qui va travailler, donc, notamment, qui est financé, son poste est financé avec la Chambre de commerce et d'industrie. Oui, alors c'est pourquoi ? C'est pour redonner vie au centre-ville. Pour redonner vie au centre-ville. Dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Pas uniquement dans l'Action Cœur de Ville, parce que son poste avait été créé il y a de nombreuses années à Cognac, mais j'ai voulu renouveler son poste là. Donc nous avons changé de manager de commerce, et notamment qui travaille en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie. Pourquoi ? Parce que l'attractivité, ça passe par le logement, mais ça passera surtout et uniquement par l'emploi. Alors, ce type de poste, Stéphane Bonnery et Marie Desroses, c'est le type de poste manager, comme on dit. Oui. C'est des postes qui pourraient effectivement... aller à Saint-Mexan, puisque vous aussi, c'est une de vos ambitions, de retrouver l'attractivité. Voilà, alors il existe déjà à travers la communauté de communes, puisqu'on a un manager de commerce, mais surtout, nous, on vient d'être labellisé Petite Ville de demain. C'est bien. Et ça va nous donner un ensemble d'opportunités. Voilà, un coup de projecteur, des moyens aussi pour rénover notre bâti, que ce soit communal, mais aussi privé, qui est très dégradé. Et puis, pour financer des reprises de commerce, redynamiser ce centre-là, parce que la problématique qu'on a aussi sur le commerce, c'est des bâtiments qui ne sont plus adaptés au mode de consommation d'aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai enjeu de rénovation. Et pour le coup, le fait d'être labellisé Petite Ville de demain, donc ça a été un de nos grands chantiers aussi sur lequel on a travaillé depuis cet été, ça nous apporte une aide technique, financière assez importante. Marie Desroses. Une aide technique, oui, financière, tu verras, c'est pas... c'est beau aussi, ça sera à voir. Marie Desroses, alors moi, en ce qui vous concerne, votre commune, alors contrairement aux maires de Cognac et de Saint-Mexan, vous disposez d'une manne financière énorme. C'est ça. Alors du coup, on se dit vous ne pouvez pas en donner d'ailleurs, parce que je suis sûr que vous ne pouvez pas l'utiliser entièrement. On a des projets, et l'équipe sortante avait déjà prévu donc, la capacité d'autofinancement pour qu'on puisse mener à bien ces projets. Alors pour la caserne, bien sûr, il y a des crédits qui sont en cours, et puis il y a également une aide de l'État, mais pour les autres projets, ils sont totalement en autofinancement. Donc on sait que pour les 4 années à venir, notre part d'autofinancement est déjà engagée sur les projets de l'ancienne équipe. Et nous, maintenant, on lance aussi nos projets. Donc on a l'aménagement de la place de l'église, qui est une de nos priorités. On va lancer les études cette année, et on va faire un plan de financement pour les 6 ans à venir, et être en capacité de faire ces travaux rapidement.
Je voulais soutenir les commerçants moi aussi, puisque j'ai un cas particulier sur ma commune, qui est bien sûr les restaurants qui sont fermés, pour lequel sur le premier confinement, on a tenu à les aider avec une aide, j'allais dire, sur les loyers quand c'était possible, pour ceux qui étaient en propriété de la commune. Et sur ce deuxième confinement, c'est plus compliqué pour eux, puisque là, ils sont complètement à l'arrêt. Et un couple a voulu essayer de trouver une alternative avec des revenus salariés pendant cette période de 3 mois de confinement. Et il se trouve un petit peu maintenant, à l'inverse, ne pas pouvoir bénéficier des aides de l'État. Donc sur le mois de novembre, ça a été possible. Sur le mois de décembre, c'est plus compliqué pour eux. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas les aider. Vous l'avez dit, Marie Desroses, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Mot de conclusion en 20 secondes. Qu'est-ce qui marquera vos 6 ans de mandat? Stéphane Baudry, en 30 secondes à peine. 30 secondes, c'est de changer l'image de la ville de Saint-Mexan, la rendre attractive, la rendre résiliente aussi face aux enjeux écologiques et que les Saint-Mexantais, les habitants du territoire, soient assez fiers de leur ville-centre et qu'elle offre aussi des possibilités à nos jeunes parce que dans les territoires ruraux, souvent, ils manquent d'ambition alors qu'ils sont pleins de créativité et de talent. Ce sera nos marqueurs. Morgane Berger, justement, quels seront vos marqueurs pour la ville de Cognac pour les 6 ans à venir? L'attractivité et résorber la fracture sociale quand même qui existe à Cognac et qui est de plus en plus importante. Et vous ne serez pas, entre guillemets, aussi l'annonciateur de mauvaises nouvelles, parce que beaucoup disent on va nous augmenter les impôts. Après. En tout cas, pendant la campagne, j'ai été très clair. C'est-à-dire que si on devait augmenter les impôts, on passera par là. En tout cas, c'est loin d'être ma priorité. Je donnais consigne qu'on n'augmente pas les impôts. Je pense qu'en interne, on a beaucoup de travail à faire. Et il faut être ingénieux. 10 secondes, oui. Marie Desroses. Alors, c'est de continuer d'être dynamique pour pouvoir accueillir de nouvelles familles et aussi continuer à créer ce lien qui est important pour le bien vivre tous ensemble sur nos communes. En tous les cas, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes. Une émission que vous pouvez voir ou revoir sur notre site internet na.france3.fr. Dans quelques minutes, c'est le midi pile. L'info en Poitou-Charentes. Très bel après-midi. Bon dimanche et à bientôt.